La danse des mots, Yvan Amar. Bonjour, bienvenue dans la danse des mots qui vous accueille aujourd'hui à Paris dans un hôtel mythique, ça s'appelle La Louisiane, c'est rue de Seine, on en dira un mot tout à l'heure. Mais auparavant, j'aimerais quand même vous rappeler que toute la semaine prochaine, nous serons en Haïti et que nous allons organiser un concours de mots de l'actu et que jusqu'à dimanche prochain, si vous avez des textes à envoyer, comme on est généreux, on donne un petit laps de temps en plus, vous pouvez les envoyer à l'adresse de l'émission, c'est-à-dire danse.mo, vous écrivez mots au pluriel, danse.mo@rfi.fr. Voilà pour le concours du mot de l'actu, dont la finale se déroulera à l'Institut français la semaine prochaine, donc à Port-au-Prince. Mais revenons à la Louisiane, cet hôtel mythique qui dans les années 50 et 60 accueillait tout le gratin des musiciens de jazz en France, c'est au cœur du quartier latin, ce n'est pas bien loin de Saint-Germain-des-Prés, et c'est là que nous rencontrons Gabriel Okoundji, qui est le héros de la semaine. Alors en ce moment, jusqu'à dimanche, se déroule le marché de la poésie. Au sein du marché de la poésie, Gabriel Okoundji, qui est poète, s'est vu décerner d'abord le prix Mokanda. Ensuite, dimanche prochain, on lui remettra le prix Léopold Sédar Senghor, alors qu'il y a 2 ans, je crois, il avait déjà le grand prix littéraire de l'Afrique noire. Gabriel Okoundji, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, un mot déjà sur votre nom. Je vous appelle Gabriel Okoundji, je n'ai rien dit d'autre. Et pourtant, il y a un troisième nom qu'on vous attribue souvent, lequel ? Je pense que vous pensez au vocable moinet. Exactement. Alors, d'où ça vous vient et qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi moinet ? Moinet, en fait, vous savez, tout ce qui naît sur Terre, hein, tous les êtres de la Terre ont eu une histoire. Et cette histoire est accolée à une appartenance, à un nom. Il se trouve que je suis né d'un père qui portait le titre de moinet, c'est-à-dire le porteur de souffle d'un peuple. Alors, cela m'a été transmis lorsque j'avais 11 ans. Ce qui veut dire que c'est pas totalement automatique. Si votre père est moinet, vous ne naissez pas avec ce titre de moinet. Non, la transmission se fait de père en fils ou d'oncle à neveu. Mon père lui-même l'avait hérité de son oncle. Et le moinet, bon oui, c'est le porteur de la parole d'un peuple, mais c'est une histoire qui remonte au royaume de Monomotapa. Vous savez que à l'école on a appris le royaume de Monomotapa, le Zimbabwe actuel. Oui, c'était le royaume des Moine Motapa. Et avec la migration suite à l'invasion portugaise, il y a eu beaucoup de mouvements dans cette région d'Afrique et les Moine donc remontent au 7e siècle. Donc le moinet, c'est le porteur de souffle, et le porteur de souffle n'est pas si loin du poète. Alors, comme vous êtes poète, Gabriel Moinet Okoundji, déjà j'aimerais bien, si vous l'acceptiez, que vous nous disiez un texte pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit, pour nous donner le diapason de votre poésie. Je vais tenter de le faire. Qui n'a pas entendu la parole ne connaît pas la parole. Tu es un homme. Tu t'appelles Mamonome Heda. Une âme immense en toi respire l'amour du don de ton père. Ne t'obstine pas à tendre la main dans le flot des langueurs impalpables. La sueur de ton front a coulé en péril dans le fleuve de la déchirure. Qu'importe. Qu'importe le nom de la douleur. Qu'importe l'ivresse du souffle. Ô mon fils, que la haine s'efface de ton cœur. Que la soif d'être au monde ne t'égare pas. Si ton itinéraire te désavoue, accepte de tomber sans précaution. La chute est humaine. Ne pleure pas. Elle est le témoin de la traversée des sentiers. Ne pleure pas. L'expérience est au prix de la marche éternelle. Verse des larmes si ton cœur mordu par la douleur te le réclame, mais ne pleure pas. Avec ta main entière sur ton cœur, juste ta main comme repère,
Tu apprendras à être proche sans te confondre. Tu apprendras à croire à ce que verront tes yeux d'homme dans le désordre ardent de l'obscurité meurtrière. L'arbre qui se consume dans l'épreuve du feu n'ignore pas le recueillement. Et n'oublie pas, ta parole est ta mémoire, le silence est ton enclos. Aux âmes vulnérables, la patience garantit l'éternité du chemin. Merci beaucoup, Gabriel Okoundji. Et bien sûr, en vous entendant, on voit quelle importance ça a de prononcer un texte, de le dire, presque de le proférer, ça le rend concret. Alors, est-ce que vous écrivez une poésie qui doit être dite et qui doit être entendue? Votre poésie, elle est publiée, on peut la lire à voix basse. Quand on l'entend lire, et peut-être spécialement quand on vous entend la lire, c'est vrai que ça change tout. Oui, mais je pense que toute poésie part de l'oralité. Et je me considère avant tout, comme un orateur, la plume à la main. J'écris une poésie que certains critiques ont qualifiée d'initiation. En fait, je ne suis pas poète. Je ne suis qu'un simple traducteur, qu'un simple interprète. Je ne suis que celui qui a ingérer une parole qui est celle de mes 2 maîtres, Ampili et Mpampo, et c'est cette parole que je tente, avec mes maigres moyens, avec la lenteur du chemin qui est le mien, à essayer de traduire, de faire féconder la lumière reçue, afin que tout lecteur, toute personne qui pourra être en mesure d'entendre cette parole, puisse aussi apprendre à grandir. Ce qui veut dire que vous vous considérez d'une certaine façon comme un passeur. Vous êtes à l'écoute de quelque chose et vous transmettez ce que vous avez entendu, ce qui peut passer par vous et se transformer dans une parole qui n'est qu'une forme en fait. Toute parole est une transmission. La transmission, c'est quoi? C'est l'enseignement. Chaque jour où nous nous levons, il ne se passe pas un jour où on bénéficie d'un conseil, d'une proposition, d'un rapport qu'on a. La vie est un ensemble de transmissions. Pourquoi transmettre? Parce que l'homme, toute sa vie, demeure un apprenti de la vie. Nous ne serons jamais, aucun être vivant ne peut connaître ce qu'est la vie. Donc nous l'apprenons au jour le jour. Nous sommes des apprentis de la vie et tout apprenti se doit de se garantir sa part d'être au monde. Celle de l'humain, c'est laquelle? C'est l'émotion. Nous sommes des êtres avant tout d'émotion. L'émotion est notre peau, est notre neurone, c'est notre sang. C'est par l'émotion que l'on peut transmettre à l'autre ce qu'est de l'ordre de la joie de la vie, ce qu'est de l'ordre de la douleur, ce qu'est de l'ordre justement de l'étonnement, de l'émerveillement d'être au monde. Et en cela, le poète doit se garantir d'une parole qui doit aider l'humain dans la traversée de ses chemins. Seul, j'ai coutume de le dire, que la parole poétique est l'un des moyens que l'homme dispose sur terre pour apprendre à supporter les dénivellations de la terre, pour apprendre à marcher malgré la douleur, la brûlure. Et en cela, je me sens non pas nanti d'une mission, point du tout. J'écris de la poésie d'abord pour me ressouvenir de cette parole d'Ampili Mpampo, et on dit que lorsqu'une parole est agréable dans le cœur, l'homme ne s'empêche de la dire. Je ne suis que le simple chanteur d'une parole héritée des miens que j'ai recueillis sur le mont Amaya d'où je suis né. Donc vous êtes un chanteur d'une parole recueillie. En même temps, il faut savoir la capter, cette parole-là, opérer une sorte de transmutation. Je sais qu'il y a un moment, vous parlez, je crois même que c'est un titre du guetteur de cygnes. Oui. Vous êtes un guetteur de cygnes, c'est-à-dire que vous attendez le cygne et vous essayez de le transformer en parole poétique. Je n'attends pas le cygne. Aucune chose sur terre qui vaille la peine d'être appelée nécessaire ne s'acquiert pas de manière fortuite. Je suis sans cesse à la quête. Voilà pourquoi on parle de quête, la quête poétique. Je suis à la quête du cygne, c'est-à-dire à la recherche. Le guetteur, c'est le quêteur en même temps. Alors. Le guetteur, c'est le quêteur en même temps. Mais le guetteur du cygne ne doit pas être un guetteur des sommets. Vous savez, on est dans une vie où tout le monde aspire à être plus grand, à être le plus fort, à être le plus... Mais le poète est avant tout celui qui n'est pas un guetteur de sommets, mais un guetteur de l'essentiel, c'est-à-dire la part du cygne, du murmure, de bruit du cosmos reçu, pour ensuite le donner à entendre, le donner à faire féconder dans l'oreille de son voisin et de l'humanité.
Vous souhaitez réécouter l'émission La Danse des mots? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr. Gabriel Mwene-Okunji, nous sommes donc toujours avec vous dans la danse des mots, puisque vous nous parlez de cette poésie qui vient d'être largement récompensée en ce moment. Vous vivez en France depuis longtemps, vous vivez dans la région bordelaise, vous êtes africain, vous êtes congolais, vous êtes originaire du Congo-Brazzaville, mais vous êtes né, je crois, dans un village qui est au nord du pays. Est-ce que vous vous sentez poète africain? Est-ce que vous avez l'impression que la poésie que vous écrivez, ou que vous déclamez, ou que vous passez, pour reprendre votre mot, c'est une poésie profondément africaine? Ou est-ce que pour vous, justement, cet ancrage dans l'Afrique, c'est fortuit, ça pourrait être autre chose? Non. Toute chose qui germe a une origine, a une terre, a un lieu d'éclosion. Mon sol à moi est le sol du Congo, le sol tégué, mais le poète n'a pas de pays. Le poète est un homme qui a son oreille, comme je disais tout à l'heure, collée au cosmos. Alors, le cosmos n'a pas de frontières. Il n'y a pas de poète africain, il n'y a pas de poète malgache, il n'y a pas de poète européen. Le poète est un homme qui porte en lui la conviction que le monde entier repose sur les genoux d'une fourmi. Et par conséquent, il se doit d'être le veilleur. Lorsqu'on est veilleur, on ne se limite pas en temps à essayer de circonscrire ce qui est de l'ordre de l'humain, c'est-à-dire de la terre, c'est-à-dire de... Comment dire, non, le poète n'a pas... Je peux pas me considérer... Oui, je suis africain. Le poète en moi, son chant d'éclosion est un chant africain, mais je me considère un poète tout court qui écrit dans une langue française, qui accueille dans la langue tégué pour ensuite la traduire, traduire les propos dans la langue française. Je me considère, comme j'ai dit tout à l'heure, un poète de l'oralité, mais cependant, est-ce qu'on associe l'oralité à l'Afrique? Point du tout. Vous pouvez peut-être nous lire un autre extrait de vos textes pour qu'on se rende compte justement de ce que c'est que cette oralité de nouveau. Alors, je lis donc un extrait des dialogues d'Ampélie Mpampo, qui sont ceux par qui j'ai appris à voir la lumière de la parole. Donc c'est un dialogue imaginaire entre mes deux maîtres. Ampélie dit à Mpampo: le silence de la montagne Amaya provient du cœur de toutes les montagnes. Mpampo lui dit: qui atteint le silence a atteint la parole. Le monde est tout entier parole. Elle lui dit: à chaque silence sa parole. Qui trouve le père reconnaît la fille. Elle lui dit: toute parole féconde la lumière dans les yeux de qui a su l'entendre. Mpampo répond à Ampélie: une seule étincelle de la voix suffit pour éclairer le chemin. Ampélie lui dit: l'excès de parole conduit celui qui écoute sur les sentiers de l'égarement. Il lui dit: qui dit égarement dit obscurité. Dans l'obscurité, toute trace demeure indiscernable comme l'eau trouble. Merci beaucoup, Gabriel Okunji. Alors, on vient d'entendre justement ce dialogue imaginaire que vous mettez dans la bouche de deux personnages qui sont vos deux maîtres. Alors, parlez-nous un petit peu de cette transmission et de ces deux maîtres. Enfin, il y a un homme et une femme déjà. Il faudra toute une journée. Nous ne l'avons pas. On va faire ça rapidement. Très bien. Donc, pour tout dire, en fait, je suis né à l'époque de mon temps, je suis né dans un village, et le soir, on écoutait les contes. Et je suis issu vous savez, au Congo, c'est la matrilinéarité. Donc, c'est l'enfant, quand il naît, il appartient au giron maternel. C'est l'oncle maternel, donc il sert un tout petit peu de boussole pour essayer de conduire les enfants. Et il organise donc la circulation, le terme circulation entre guillemets, il organise la connaissance de la famille, et chaque enfant doit passer d'une tante à l'autre. Et je me retrouve donc face à une femme qui s'appelle Ampélie. Elle était une grande conteuse. Ampélie était cette femme-là qui avait la
capacité avec son verbe de nous élever, On était en situation de lévitation. Elle fécondait j'aime le terme féconder, elle fécondait le conte et nous psalmodiait ces mots que nous répondions en chœur et progressivement on voyait comme cela dans l'atmosphère, on voyait la lumière du mot, on avait des bulles d'émotion qui circulaient là dans l'espace. Tout se passe comme si cette femme avait des capacités d'ouvrir des boîtes crâniennes nos boîtes crâniennes pour semer des bulles d'émotion qui ont fait l'être que je suis. Et cette femme donc m'a donné cette part de l'émotion qui coule dans mes veines, qui me permet de dire à l'autre, voilà la part de la parole reçue, la part de la parole reçue. Alors, Pampo, il se trouve que, comme vous m'avez demandé au tout début, l'expression moinet, j'hérite ce pouvoir lorsque je suis encore jeune. Je vais à Brazzaville, puis ensuite sur le campus de Bordeaux, pour faire des études de médecine, je commence la médecine, j'abandonne, etc. Enfin, je suis mon chemin avec les dénivellations qui sont propres à tout chemin. Et voilà qu'en un moment donné, je repars au pays et je vois ces gens-là qui me disent, voilà, fils, tu es à peu près prêt, tu es à peu près disponible pour pouvoir entendre le chant qui est celui que doit porter le moinet. Et il me redonne, il me fortifie donc ce pouvoir-là. Et alors, Pampo, c'est là qu'il apparaît. Cet homme m'a appris quantité de choses. Il m'a appris à regarder l'horizon. C'est un homme qui avait une pensée tellement immense dans toute la sous-région. Il était très très connu. Il avait donc, comme je dis de lui, qu'il avait la capacité de tenir l'infini de l'univers dans la paume de sa main, dans l'infini de sa pensée. On l'appelait le colonel, le colonel du savoir, le colonel de la parole, parce que il savait dire la parole à l'instant de la parole, chanter le proverbe à l'instant du proverbe. On l'appelait le Njimi, une sorte de griot. Et c'était ça, Pampo, l'homme qui m'a appris à regarder l'horizon, c'est-à-dire là où l'homme, dans sa traversée des sentiers, doit apprendre à se poser sa propre question d'existence. Voilà ce que m'ont appris mes 2 maîtres, mais quantité d'autres choses dont nous n'aurons pas le temps de développer dans le cadre de cette rencontre. Alors on voit à quel point c'est important l'héritage Gabriel Okoundji, mais vous parlez par exemple de la tante Ampili ou bien de Pampo, tout ce rituel des contes, toute la façon dont on vous a donné des proverbes, un savoir ancestral, ça s'est fait en quelle langue tout ça? Ça s'est fait en langue tégué. Alors, il se trouve que j'écris dans la langue française. Alors, je ne me suis jamais posé la question dans quelle langue j'écris. Le hasard a fait, et j'en suis heureux, que dans mon parcours, j'ai rencontré l'ensemble de ces idiomes. J'écris dans ma langue maternelle. Ce que j'appelle, moi, la langue maternelle n'est pas la langue apprise, le tégué, non pas du tout. Le tégué, c'est ma langue parentale. C'est par le tégué que j'ai appris à nommer pour la première fois le chant de l'oiseau, la beauté de la fleur, le lever du soleil. Le tégué m'a donné tout cela. Et je vais à l'école, j'apprends qu'il y a la géographie, qu'il y a d'autres pays, etc. Bien. Alors, une fois devenu tout à fait adulte, je me dis, il faut à ma place transmettre. Mais pour transmettre, il faut une langue. Alors, j'ai fabriqué ma langue maternelle dans l'intersection entre le tégué et le français. C'est cela, ma langue maternelle. C'est-à-dire, c'est quoi une langue maternelle? C'est une langue du cœur qui parle au cœur. Une langue de l'émotion qui sait transmettre la part de l'émotion. Ma poésie s'écrit dans une langue que moi j'appelle ma langue maternelle, au confluent, à l'intersection entre le français et le tégué. Quand le tégué évoque, le français invoque. Quand le tégué donne, le français reçoit et vice-versa. L'équilibre de ma poétique est à considérer dans cette diade. Alors il y a un merveilleux paradoxe, je trouve, dans ce que vous dites, Gabriel Okoundji. Vous parlez d'une langue maternelle comme si cette langue maternelle, vous la construisiez. Alors que, de façon générale, quand on évoque cette expression de langue maternelle, c'est une langue qu'on hérite, c'est une langue qu'on reçoit. Et là, justement, patiemment et poétiquement, d'une certaine façon, vous construisez une langue que vous appelez maternelle. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est pas si bien sûr que ça, justement. L'écrivain que je suis, enfin, du moins l'apprenti écrivain que je suis, je me considère encore comme un apprenti poète. J'espère un jour le devenir, bien que je sache que la vie comme la parole est une énigme. Je n'atteindrai jamais, vous savez, la parole est une asymptote. On croit pouvoir s'approcher, mais elle nous échappe toujours. L'asymptote, c'est cette courbe qui se rapproche
rapproche toujours de quelque chose qu'on n'atteint jamais. Il reste toujours un petit interstice. Voilà, oui, la parole est une asymptote. Toute quête ne s'achève pas, hein, ne se dépasse pas. Mais cependant, ce n'est pas une raison pour abdiquer. Et le poète en moi se considère comme un sculpteur. La matière n'est pas déjà donnée, donc il faut chaque jour essayer de la travailler pour essayer de donner une forme. Je me considère toujours à la manière du sculpteur, à la manière du peintre. Donc, ma langue maternelle à moi, c'est au quotidien, au jour le jour, que j'essaie de la bâtir. Alors, encore une question, Gabriel Okoundji, sur votre rapport à cette poésie qui se construit. Vous avez évoqué une poésie d'initiation. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette initiation? Est-ce qu'il s'agit d'initier l'autre, d'initier le lecteur, ou est-ce que c'est vous qui vous initiez vous-même en marchant sur ce chemin poétique, en prenant ce sentier et en construisant votre œuvre et votre parole? Qui est-ce qui initie l'autre? Vous vous initiez les autres? Est-ce qu'il y a une dialectique entre les deux? C'est les deux. Les deux. Quand on donne, on reçoit. Quand on enseigne, on est enseigné en même temps. Enfant, dans mon village, j'avais appris que celui qui, enfant, a appris à entendre la part du savoir. Le savoir est un don, doit ensuite, une fois qu'il arrive à un âge propice à cela, apprendre aussi à transmettre. Et cette transmission, c'est l'initiation. L'initiation, c'est quoi? C'est pas quelque chose de... Non, l'initiation, c'est tout simplement un enseignement. Initier, c'est apprendre à donner le savoir. Être initié, c'est apprendre à recevoir le savoir. Alors, je parle de apprendre, parce que on ne sait jamais enseigner, on ne sait jamais recevoir. Chaque jour, on essaie de reprendre encore les mêmes termes, parce que l'homme ne sera jamais à la position, en conjonction, en coordination pour recevoir tout ce qu'on peut lui donner. Hein. Les choses vont, viennent, c'est une dialectique. Et lorsque on enseigne, lorsque on donne la parole à l'autre, lorsque on convoque l'autre dans la dimension du partage, mais c'est un partage réciproque, hein, qui donne, qui se réalise, adhère à la pérennité. Initier, c'est aussi apprendre de l'autre, mais c'est aussi donner à l'autre. Donc on est dans une dialectique sans cesse qui fait, je crois, le charme de la vie, n'est-ce pas? Sinon on serait des demi-dieux. C'est en cela que, comme on dit chez moi, toute personne qui a entendu la parole de l'initiation doit apprendre à vivre avec le monde sans chercher à le dominer. Une dernière question, hélas très rapidement, Gabriel Okoundji, sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit dans votre poésie en particulier, tout un imaginaire, et j'y reviens, très africain, avec un bestiaire. Il y a l'éléphant noir, il y a la panthère, il y a de temps en temps une tortue. Alors il y a moins de tortues en Afrique, etc. Mais quand même, votre imaginaire poétique est peuplé des animaux de l'Afrique, d'une Afrique peut-être réinventée, mais d'autant plus africaine qu'elle est réinventée. Oui, vous savez... C'est parce que vous habitez Bordeaux que vous écrivez sur les éléphants? Point du tout, c'est-à-dire que je me situe dans le partage. Et que puis-je donner si ce n'est ce que j'ai reçu? Mais c'est là où si je parle de ces animaux, parce que la part reçue de l'émotion, c'est là où je l'ai puisée. Que voulez-vous que je donne? Je ne vais pas parler des okapis ou des autruches qui sont loin de mon imaginaire. Non, je puise mon ferment dans ce que j'ai reçu. Alors, la part de l'humain dans son rapport au cosmos se doit de se dire que l'homme, l'animal et l'arbre partagent les mêmes énigmes de la vie. Et lorsque je reviens de manière insistante sur l'arbre, sur l'animal, c'est parce que je souhaiterais que, au travers de la lecture de ma quête poétique, l'homme qui s'en saisit se garantisse de cette unité de l'être vivant que sont l'homme qui partage avec l'arbre, avec l'animal, les mêmes molécules, les mêmes atomes, la même dynamique de vie. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Okoundji, Gabriel Mouene Okoundji, et encore bravo. Merci d'avoir été avec nous dans la danse des mots pour évoquer cette initiation, pour évoquer ces panthères, pour évoquer ce dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est-à-dire le sens du temps. Aussi, tous vos poèmes, on sent que ils sont dans le matin clair, ou dans la nuit obscure, ou dans la fin de journée. Il y a une atmosphère, un climat et une lumière qui est propre à chacun des textes de vous qu'on lit. Alors, merci encore d'avoir été dans
cette danse des mots, une émission proposée par RFI et par le réseau Canopé, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar. Et rendez-vous donc en Haïti à partir de lundi prochain. Je vous remercie.